Vous l'avez peut-être reconnu, cette musique culte d'un dessin animé que vous connaissez tous, Astérix. C'est le thème de la bande originale de Gérard Calvi. Et pourquoi on vous en parle ce matin ? Eh bien parce que si vous étiez du côté de Cannes cet été 2021, eh bien vous avez certainement pu admirer au Palais des Festivals et des Congrès une exposition tout à fait inédite, Goscinny et le cinéma. Un coup de projecteur sur le travail de l'exceptionnel René Goscinny, car oui, qui n'a jamais ouvert une bande dessinée d'Astérix, un livre du petit Nicolas ou rit devant Lucky Luke à la télévision. René Goscinny, celui qui a mis des mots dans la bouche de tous ces personnages, accompagne depuis les années 50 déjà l'imaginaire des Français et bien au-delà. On va en parler justement et évoquer aussi les liens discrets mais très forts de René Goscinny avec la communauté juive et l'État d'Israël. Christophe Darrin. Et effectivement, après Michel Gondry, Georges Méliès et Sergio Leone, c'est encore donc un personnage qui a marqué l'ensemble de la culture que le Palais des Festivals a choisi de présenter aux Cannois et aux vacanciers. Une exposition qui retraçait donc la carrière de René Goscinny à travers les moments qui ont marqué sa vie et celle des autres, son enfance, l'émergence du petit Nicolas, de Lucky Luke, d'Astérix, Obélix bien sûr, ou encore la naissance des studios Idéfix. Et en plus de la redécouverte de l'œuvre exemplaire d'un des papas d'Astérix, le musée éphémère proposait aussi des ateliers ludiques, par exemple un atelier de doublage sans inscription nécessaire. Oui, pendant quelques minutes, les participants pouvaient ainsi poser leur voix sur un extrait du dessin animé Lucky Luke et admirer leur talent de doubleur. Et bonne nouvelle, ce n'est pas terminé. Si vous souhaitez en profiter, il faut faire vite puisque l'exposition va fermer ses portes un dimanche prochain, 29 août. En attendant, elle est ouverte tous les jours, 14h, 22h, tarif 2 €. Et c'est l'occasion ce matin de revenir plus en profondeur sur la vie de René Goscinny, né un 14 août 1926 dans le 5e arrondissement de Paris, issu d'une famille juive ashkénaze originaire de Pologne et d'Ukraine. Il faut rappeler que Goscinny signifie hospitalier en polonais. Tout à fait, son père Stanislas, dont le nom hébraïque est Simra, est le troisième fils du rabbin Abraham Goscinny. Quant à sa mère, Anna, née Beresniak, elle est issue d'une famille d'éditeurs qui tient une imprimerie à Paris. À l'époque, c'est donc l'imprimerie Bereniak qui s'occupe par exemple de l'édition de plusieurs des principaux journaux yiddishophones et russophones de Paris. Une entreprise florissante qui sera plus tard reprise par les fils Bereniak qui emploieront une centaine de personnes dans les années 1930, mais malheureusement, sous l'occupation nazie, l'imprimerie n'échappera pas à la spoliation des biens juifs. Oui, mais c'était sans compter sur l'abnégation de la famille à la libération. L'un des oncles maternels donc de René Goscinny, Serge Beresniak, récupère l'entreprise. Quoi qu'il en soit, bien avant la guerre, la famille de René Goscinny, et particulièrement son père, est préoccupée par le sort des Juifs. En 1927, Stanislas Goscinny est employé notamment par la Jewish Colonization Association, qui est destinée à aider et favoriser l'émigration des Juifs d'Europe ou d'Asie, notamment sur le continent américain. Et c'est justement à ce titre que les Goscinny partent pour Buenos Aires, en Argentine, où Stanislas est employé comme ingénieur chimiste. Le petit René étudie, lui, au lycée français de Buenos Aires, un enfant bout en train, connu pour faire rire ses camarades de classe. Très tôt, René commence à dessiner, inspiré par les histoires illustrées, comme les Pieds Nickelés, dont il recopie scrupuleusement les albums. C'est aussi à cette époque que naît l'amour de René Goscinny pour la France, un pays fabuleux, exotique, où nous partions en vacances, déclara-t-il des années plus tard. Nanterre, les Deux-Sèvres, je cite, c'était Tombouctou. Oui, c'est ce que disait René Goscinny avec beaucoup d'humour, mais la guerre viendra tout chambouler. Si ses parents sont à l'abri en Argentine, une partie de sa famille restée en Europe sera victime de la Shoah. 3 de ses oncles maternels, arrêtés pour avoir imprimé des tracts anti-allemands, meurent en déportation dans les camps de Pithiviers et d'Auschwitz. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, Stanislas Goscinny, lui, rejoint le comité de Gaulle dès août 1940. Mais 3 ans plus tard, en 1943, le père de René meurt des suites d'une hémorragie cérébrale. La famille Goscinny bascule véritablement dans la précarité. Et le jeune garçon qui vient d'obtenir son bac à seulement 17 ans se voit obligé de rechercher un travail. Il devient dessinateur dans une agence de publicité. Enfin, après la guerre, René Goscinny, accompagné de sa mère, quitte l'Argentine pour New York en 1945. Mais alors qu'il aurait pu rejoindre l'armée américaine et en obtenir la nationalité, Goscinny décide de rejoindre le pays qu'il aime, la France. Il s'engage dans l'armée française en 1946. Et il y fera ses preuves au sein du bataillon d'infanterie alpine, promu caporal, puis très rapidement caporal-chef. Goscinny devient l'illustrateur officiel du régiment, réalise des menus et des affiches. Le général de Lattre, de Tassigny quand même, amusé par ses dessins, le nommera sergent. Mais bien sûr, Goscinny, lui, ne rêve qu'à une chose, un métier en rapport avec ce qu'il aime le plus, faire rire
les autres. Et il frappe donc aux portes des éditeurs, agences de presse, studios de création, mais n'essuie malheureusement que des refus. Toutefois, 1948 marque une année charnière. Il rencontre aux États-Unis Harvey Kurtzman, futur fondateur du magazine Mad. René Goscinny rencontre aussi d'autres géants de la BD comme John Séverin et Will Elder. Sa carrière est lancée. Le jeune Français sort un premier livre animé intitulé Playtime Stories aux éditions Cunen Publishers. Et René Goscinny rencontrera par la suite d'autres pontes de la bande dessinée, notamment Maurice, le père de Lucky Luke. Quelques années plus tard, ébloui par le talent d'humoriste de Goscinny, de scénariste, Maurice lui proposera d'écrire les scénarios de sa célèbre BD. Et puis enfin, une autre rencontre va considérablement marquer sa vie en 1951. Comment ne pas la citer, celle avec Albert Uderzo, qui travaille alors pour la même boîte que lui. Et les deux hommes nouent une amitié très profonde et très vite, ils décident de mettre leur talent de concert. Ils travaillent alors sur plusieurs chroniques humoristiques et des bandes dessinées. La famille Coca-Lane ou encore Poussin Poussif ou Papa, ils collaborent également au journal de Tintin. Et leur collaboration continuera encore, bien entendu, on en parlera dans un instant, mais en attendant, Goscinny fait ses preuves aussi tout seul. En 1953, il rencontre Jean-Jacques Sampé, le père du petit Nicolas. Il collabore alors avec lui sur le projet et écrit certains scénarios. Le succès est immédiatement au rendez-vous avec Goscinny. Le petit Nicolas devient une de ses œuvres à part entière dans sa carrière. Suivra Is No Good également, mais c'est bien sûr Astérix en 1959 qui créera l'événement. Et c'est Raymond Joly, chef du service de presse de Radio Luxembourg, qui souhaite au début lancer un magazine pour les jeunes, être ainsi pilote, dont Goscinny devient le secrétaire de rédaction. C'est dans la première édition qu'est créé Astérix et Obélix, les irréductibles gaulois. Et c'est justement au sens de cette création que l'on va s'intéresser à présent. On l'a dit, Goscinny est juif, son père était un militant, René a été témoin de l'horreur de la Shoah, mais le scénariste en réalité ne s'est vraiment jamais exprimé sur sa judaïté, ou alors très rarement, ni sur l'influence de la Seconde Guerre mondiale sur ses textes. Tout cela a été fait très timidement, Christophe. Oui, notamment une fois, lorsque Goscinny, dans les années 70, est accusé de racisme. Il réfute alors violemment ces accusations. Je n'accepte pas, moi, raciste, alors qu'une bonne partie de ma famille a terminé dans les fours des camps de concentration. Je n'ai jamais regardé la couleur, la race, la religion des gens. Je ne vois que des hommes, c'est tout. Voilà ce que disait Goscinny. Anne Goscinny, par ailleurs, la fille de René Goscinny, reste-t-elle persuadée que les racines et les traumatismes de son père ont eu un impact sur son travail, ce qu'elle racontait d'ailleurs il y a quelques années. Elle qui a signé une magnifique BD aux éditions Grasset avec Catel sur l'œuvre de son père, le roman des Goscinny, que je vous conseille, et qui avait aussi en 2017 organisé une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et à l'occasion de cette exposition, Anne Goscinny raconte en effet que la mère de son père, sa grand-mère Anna, évoquait souvent son village natal où sa maison avait été incendiée car son père était rabbin, le village d'Astérix, vous savez, qui se bat bec et ongle contre les Romains, et donc peut-être perçu par de nombreux observateurs et par sa fille, la première, comme une allégorie du ghetto juif persécuté par ses ennemis. Oui, c'est vrai qu'on l'ignore souvent, mais en tout cas, c'est ce que racontera Anne Goscinny, et Anne Goscinny qui racontera aussi plusieurs autres anecdotes, comme par exemple le fait que si Goscinny était très discret sur sa judaïté, cette discrétion le poussa souvent à rencontrer de véritables antisémites, et elle raconte qu'un jour, l'un des amis de René Goscinny, prétendu ami de René, lui lança « Moi, tu vois, René, les juifs, je les sens ». Et Goscinny répliqua « Eh bien, tu as le nez bouché ». Voilà, c'était l'humour juif de Goscinny. Et par ailleurs, René Goscinny entretenait une relation aussi un peu spirituelle avec le judaïsme, comme en témoigne d'ailleurs un voyage en Israël en août 1977. À l'époque, sa femme Gilberte est atteinte d'un cancer. Il va se recueillir devant le Kotel à Jérusalem. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père porter la kippa et écrire un petit mot qui a glissé dans le mur. C'est ce que raconte Anne dans les colonnes de l'Obs sur ce papier. Il demande que sa femme et que sa fille soient toujours en bonne santé et heureuses. Ironie de la chose, malheureusement, c'est lui qui mourra à 51 ans d'un infarctus 2 mois plus tard. Ouais, voilà, c'était l'histoire de Goscinny, enterré au carré juif du cimetière du Château à Nice. On a essayé de dire le maximum de choses en très peu de temps. Et je pense qu'on a dit l'essentiel. Après la mort de Goscinny, les aventures d'Astérix réalisées par Uderzo seul ne feront d'ailleurs pas l'unanimité. Preuve en est du poids de Goscinny, divers critiques jugeant que la série a beaucoup souffert sur le plan
qualitatif de sa disparition, ce qui n'empêche pas toutefois le succès populaire et commercial de la série, ainsi que le marketing qui l'accompagne, traduit en 107 langues et dialectes quand même, et vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Les textes et dialogues d'Astérix font de Goscinny l'un des écrivains les plus lus et traduits au monde. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce biais. Et on finit d'ailleurs peut-être sur cette musique qui vous a accompagné pendant votre enfance, qu'on a écoutée au début de cette chronique Astérix.